Fermons le XIe siècle et ouvrons le XIIe à la station Philippe-Auguste. Même si elle est hors des murs de Paris de l'époque, ce quartier porte l'empreinte de ce roi conquérant. Il y a l'avenue à son nom et aussi l'avenue de Bouvines, souvenir de sa victoire sur l'empereur germanique. Mais surtout, sa statue de 4 mètres de haut sur l'une des colonnes du trône, place de la Nation. Philippe-Auguste veut assainir Paris et le roi commence par nettoyer les cimetières. Étrange, me direz-vous. Eh bien, sachez que les cimetières n'ont pas toujours été un havre de paix. Sur la rive droite, près des Halles, le vaste cimetière des Innocents, ouvert aux 4 vents, offre une image désespérante. Entre les tombes et devant la fosse commune ouverte, les immondices s'accumulent. Des porcs s'ébrouent et de jolies dames font sans vergogne commerce de leur corps, de jour comme de nuit. Le roi ordonne aux péripapéticiennes d'aller exercer leur rentable activité ailleurs. Les cochons retournent à la porcherie et les détritus sont évacués. Pour protéger le lieu de recueillement et le sommeil des morts, il érige un mur qui ferme l'espace. Désormais, on n'entre au cimetière que de jour pour prier sur une tombe ou enterrer un défunt. La nuit, les portes sont closes, tout est sous clé. Et il n'y a pas que la propreté qui préoccupe Philippe-Auguste. Il s'attache aussi à la sécurité et à la nécessité de se défendre contre les invasions. Car Normands et Anglais menacent périodiquement le royaume de France. Alors, le roi a l'idée d'élever une solide muraille de 3 mètres de large sur 9 mètres de haut, en commençant par la rive droite. Et pendant qu'elle se construit, Philippe-Auguste se prépare à un événement qui va marquer l'histoire. En 1187, la cathédrale Notre-Dame est en pleine construction. Sur une étendue de pierres taillées, de cordes, de poulies, d'échelles, de poutres de bois, s'élève déjà le cœur de l'édifice. Il comprend 4 niveaux qui s'envolent vers les voûtes dont les nervures descendent des hauteurs. Elles se prolongent sur des piliers arrondis et tout autour, un double déambulatoire s'ouvre sur de petites chapelles. Audivi vocem magnam de templo, dicentem septem angelis. Et c'est sur ce chantier d'une demi-cathédrale que vient prêcher le patriarche latin Héraclius. Ite et effundite septem fialas ire Dei interam. Ecce, fratres, impletum estembus. Le prélat est porteur d'une dramatique nouvelle. Oremus igitur patrem nostrum, qui est in celis, ut nos liberet a septem plagis. Judica nos. Saladin, le sultan d'Égypte, a pris Jérusalem. La ville de la révélation est aux mains des Sarrasins. Le patriarche prône la levée massive de troupes. Il vient prêcher la 3e croisade avec cet objectif dit, redit et répété: il faut libérer Jérusalem. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctus. Amen. Philippe-Auguste est bien décidé à se joindre à cette croisade pour sauver Jérusalem. Délivrer la Terre Sainte et le tombeau du Christ est un devoir, une mission, un acte de foi. Mais comment laisser Paris presque sans défense? Il a une idée et imagine, avant de partir, de transformer la forteresse du Louvre. Elle deviendra la pièce maîtresse de la défense de Paris. Il fait dresser un impressionnant donjon de 32 mètres de haut. Véritable bouleversement de l'architecture militaire traditionnelle. Ce donjon n'est pas de forme rectangulaire, comme c'est le cas d'ordinaire, mais circulaire. Cette nouveauté compliquera la tâche des agresseurs éventuels. Elle offre moins de prise aux projectiles et simplifie la protection. En outre, elle facilite la surveillance et le tir des archers. Et la muraille autour de Paris se construit, ponctuée de tours à intervalles réguliers. Elle traverse le Louvre pour passer rue de l'Oratoire.
Et l'on peut voir encore un fragment de tour dans la sacristie du temple réformé. Plus loin, le 11 rue du Louvre conserve la base d'une autre tour. La forme arrondie des édifices mitoyens semble la faire surgir d'un moule de pierre. Passé la bourse du commerce, la muraille suit l'orientation donnée à la rue du Jour. Au niveau des 55-57 rue des Francs-Bourgeois se trouve la base d'une tour, rehaussée d'une construction plus moderne. Un pavage au sol nous montre le tracé de la courtine. Nous empruntons celui de la muraille, au 10 rue des Hospitalières Saint-Gervais. Nous parvenons ensuite au plus beau morceau encore debout, celui qui longe le lycée Charlemagne. Rue des Jardins Saint-Paul. Plus de 60 mètres de muraille, dont la tour Montgomery. Pendant que Paris se construit, notre Philippe Auguste est donc parti en croisade. De cette aventure de 18 mois, faite d'attentes, de tempêtes, de combats et de maladies, Philippe Auguste revient vivant, mais avec des séquelles physiques importantes. Il est affaibli, il a perdu ses cheveux, ses ongles et même un œil. Pourtant, son énergie est intacte, et comme il a frôlé la mort, il est d'autant plus pressé d'œuvrer pour le progrès. Il voit grand. Il fait construire la seconde partie de sa muraille, celle qui va protéger la rive gauche. Nous voici rive gauche, sur les traces de la muraille. La piste commence rue du Cardinal Lemoine. Elle suit à partir de la rue des Écoles le tracé du fossé extérieur de l'enceinte. On en voit un morceau qui jouxte la caserne des pompiers au 48-50 et un autre dans le jardin du 9 et 11 rue d'Arras. Pour les amateurs, de beaux fragments sont également visibles aux 60, 64 et 68 rue du Cardinal Lemoine. Mais surtout, au 47 rue Descartes, là, à condition de s'armer de patience et de persévérance pour surmonter 3 digicodes, on peut monter sur le faîtage du rempart. La rue Mazarine représente jusqu'à la Seine le tracé du fossé extérieur de l'enceinte. Il en reste quelques traces dans le parking du 27 et dans le jardinet du 35. Le temps d'une pause au 13 passage Dauphine nous sert à monter au premier étage de l'Institut des Langues. Voilà une terrasse qui offre une bien belle vue extérieure sur le sommet d'une des tours. Plus loin, la rue Mazarine devait croiser la rue de Nevers. Mais un mur transforme cette rue en impasse. Eh bien, ce mur, c'est encore l'enceinte. Et si l'envie vous prend d'aller rue Guénégaud, pensez à faire un saut dans l'immeuble du 29. Au fond de la cour, il y a encore une tour de la muraille. Comme sa muraille, Philippe Auguste est fascinant. Il a tout fait, tout imaginé, tout réinventé. Il a imposé l'autorité royale, agrandi le pays et renouvelé Paris. Ce bâtisseur d'avenir s'impose le premier comme roi de France, unissant ses territoires, à qui il donne une histoire, une langue et un projet commun. Avec lui, Paris prend son essor. La population atteint 50 000 habitants, le commerce y est florissant. Paris est en passe de devenir la capitale du plus puissant royaume d'Occident. Les formidables remparts de Philippe Auguste vont fixer les limites de Paris pour près de 2 siècles. Avec ce nouvel urbanisme, le Louvre forme un énorme rectangle fait de puissantes murailles. Au milieu de chaque mur se dresse une tour, et chaque coin possède aussi une tour. La porte d'entrée, relativement étroite, est quant à elle située à l'est et encadrée de 2 nouvelles tours. Pour accéder à l'intérieur et permettre aux troupes et aux voitures de franchir le fossé, une seule possibilité: emprunter le pont-levis qui s'abaisse et se relève bien vite. Le Louvre est un château fort quasi inexpugnable.